Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je vous avais promis une vidéo sur Achille Mbembe et son fameux livre Les jeunes et l'ordre politique en Afrique noire, publié en 1985 et qui, à mon avis, est toujours aussi actuel. Je suis en N'Djamena, donc je n'ai pas avec moi tout mon matériel, mais j'ai promis cette vidéo, donc je vais la faire. Alors, Achille Mbembe, son livre, il le commence d'emblée par une série d'interrogations. Est-il certain que les jeunes constituent le fer de lance des nations africaines, comme on a l'habitude de le dire? Sont-ils véritablement le facteur le plus dynamique de nos sociétés? Formerait-il véritablement des man Achille Mbembe des forces sociales capables de s'investir sous certaines conditions, bien sûr, dans les processus de transformation sociale, politique et culturelle et économique en Afrique et qui se cherchent d'ailleurs toujours et encore. Achille Mbembe de s'interroger aussi, déjà en 1985, sur le contenu même du terme de jeune, jeunesse. Il s'est demandé finalement qui est jeune et qui ne l'est pas. Peut-on parler de jeune ou doit-on parler de jeunesse ou simplement des jeunes? D'ailleurs, ajoutera-t-il dans le même livre, qu'y a-t-il de commun entre un jeune porteur d'eau à Bamako ou N'Djamena, c'est moi qui ajoute N'Djamena, et un étudiant d'Abidjan ou de Yaoundé, ou de Lagos ou même de Johannesburg, déjà en 1985. Je pense que les mêmes questions méritent d'être posées même aujourd'hui, car à mon avis, très peu de choses ont véritablement changé. Il est évident d'ailleurs, conclut Achille Mbembe, à la suite de ces interrogations, que nous nous trouvons ici face à un univers qui est hétérogène, car entre les jeunes dits ruraux et les jeunes dits urbains, qu'y a-t-il de commun? Qu'y a-t-il de commun entre les jeunes scolarisés en ville et les jeunes scolarisés à milieu rural? Qu'y a-t-il de différent entre les jeunes scolarisés en milieu urbain qui vivent dans des quartiers populaires et ceux aussi scolarisés en milieu urbain mais qui vivent dans des quartiers beaucoup moins difficiles, des quartiers que nous osons appeler huppés, quand bien même j'ai l'impression qu'en Afrique, il n'y a quasiment pas de quartier huppé. Plutôt, c'est plutôt rare. Donc, qu'y a-t-il de commun entre eux et qu'y a-t-il de différent, d'ailleurs, entre eux? Qu'est-ce qu'on peut avoir de commun quand on est un enfant qui grandit autour des marchés dès l'âge de 5 ans, qui accompagne sa maman pour vendre des beignets ou vendre des fruits, et quand on est un enfant qui peut avoir la chance d'aller à l'école à l'âge de 5 ans? Et qu'y a-t-il de différent aussi entre les deux? Les mêmes questions. Donc du coup, nous dit Achille Mbembe, quand on parle de jeunes ou de jeunesse en Afrique, c'est techniquement, je pense intellectuellement, stupide, voire malhonnête, de vouloir mettre tout le monde dans le même sac. Déjà à l'époque, et je crois qu'aujourd'hui, vu que très peu de choses ont véritablement changé, on doit pouvoir faire le même effort pour pouvoir créer les distinctions. Parce que quand bien même les jeunes sont jeunes par l'âge, le concept même de jeunesse serait lié au milieu social, serait lié aussi au statut social, serait lié à un certain nombre de facteurs économiques, sociaux, culturels et autres, qui permettraient de faire les distinctions entre plusieurs groupes de jeunes. Donc c'est important. Il s'agit ici d'un milieu qui est un univers en fait qui est hétérogène et c'est dangereux intellectuellement de les traiter de manière homogène. D'ailleurs, même quand il s'agit des politiques publiques, traiter les jeunes et les jeunesses de manière homogène se révèle très vite et très souvent d'ailleurs contre-productif. Donc, dans le même livre, Achille Mbembe explore aussi les discours en fait des pouvoirs politiques en Afrique vis-à-vis des jeunesses et vis-à-vis de la jeunesse. Nous en avons d'ailleurs brièvement parlé quand il s'est posé la question de savoir si les jeunes sont véritablement, comme l'affirment d'ailleurs des pouvoirs politiques en Afrique, les fers de lance des nations africaines.
Dans le même livre, Achille Mbembe explore aussi pêle-mêle d'ailleurs le travail des enfants en ville, la création, ou plutôt l'invention de la débrouillardise, qui est un tout petit peu l'invention en fait du secteur dit informel aussi aujourd'hui en Afrique. Achille Mbembe explore aussi dans le même livre l'importance, ou plutôt le rôle des systèmes éducatifs et des systèmes de formation et de l'école en général dans la caporalisation et l'embrigadement, ou plutôt l'idéologisation des jeunes en Afrique. Donc l'école, finalement, dans ce livre, est présentée comme une espèce de centre, ou plutôt de centre de formation, de production, en fait, d'une élite politico-administrative qui ne serait là que pour consommer et reproduire le même ordre social. Donc, Achille Mbembe explore aussi dans le même livre les images de l'étudiant en Afrique noire dans les années 70, dans les années 80. Même, je pense que cette image a peut-être changé aujourd'hui dans la forme, mais peut-être que dans le fond, il n'a pas tout à fait évolué. L'intégration idéologique des jeunes est aussi un sujet exploré par Achille Mbembe dans le même livre. Le rôle des universités, qui étaient chargées de former des élites et de reproduire en fait le même ordre social, est aussi exploré dans ce livre. Les politiques de jeunesse en Afrique, la récupération en fait des initiatives des jeunes ou des initiatives des jeunesses par les partis au pouvoir, la délinquance juvénile, présentée d'ailleurs comme un échec des politiques publiques et comme un signe en fait de criminalisation en fait des institutions publiques, l'exode rural qui est présenté comme une espèce d'inévitable voyage, avec la question suivante: pourquoi les jeunes des milieux ruraux quittaient donc déjà à cette époque massivement les villes, enfin les villages, pour migrer vers les villes? L'État en Afrique, donc sa forme, sa manière d'entrer en relation, ses rapports avec les jeunes, la mise au travail des jeunes, les pratiques sportives comme moyen non seulement de gérer les conflits, mais aussi d'éloigner, de dépolitiser les jeunes en Afrique. Donc ça, c'est aussi un thème exploré par ce livre, mais aussi les nouvelles formes de contestation et de participation. Vous verrez d'ailleurs, quand il s'agit des nouvelles formes de contestation et de participation, que très peu de choses ont changé, malgré en fait l'arrivée des réseaux sociaux. Achille Mbembe, dans le même livre, explore aussi la question de la démobilisation et de la dépolitisation des jeunes. Donc la répression des étudiants, considérée comme un tout petit peu trop politisée, et comment cette répression était faite déjà dans les années 80, est aussi un des sujets clés de ce livre. Donc l'ampleur et les limites des revendications étudiantes sont aussi analysées dans ce livre. Un sujet important, c'est la conscience alimentaire du pouvoir, ou plutôt comment les systèmes de pouvoir mis en place en Afrique créent la pauvreté d'une certaine manière, l'entretiennent et participent à la création de la politique du ventre telle qu'elle a été théorisée déjà dès le début des années 80 par Jean-François Bayard de l'école de Bordeaux, pour celles et ceux qui s'intéressent en fait aux études de sciences politiques en Afrique. Donc voilà les principaux thèmes explorés par Achille Mbembe dans ce livre, que je vous invite fortement à lire. Maintenant, en conclusion, quelles alternatives? Quelles alternatives? C'est la question posée par Achille Mbembe. Face aux contraintes auxquelles font face les jeunes, mais aussi les contraintes auxquelles font face les gouvernements en Afrique, mais aussi face en fait à l'accélération de la démographie et les contraintes économiques auxquelles nous devons aussi normalement pouvoir faire face. Que doit-on faire, se pose Achille Mbembe. Comment gérer la question de la jeunesse? Alors, déjà en 80, en 85, Achille Mbembe suggérait aux intellectuels, mais aussi aux décideurs publics, de faire le pari de l'intelligence, c'est-à-dire le pari de l'innovation. On parle aujourd'hui de plus en plus
d'innovation et d'intelligence, puisque de plus en plus de spécialistes disent que nous sommes en train de passer à l'ère de la société de l'intelligence. Est-ce que nous y sommes préparés ici en Afrique? C'est une question légitime que nous devons pouvoir nous poser. Pour moi, à la relecture de ce livre, je conclus que Achille Mbembe ne s'était guère trompé. En fait, les mouvements des débuts des années 90 ont fini par emporter dans leur sillage la majorité des pouvoirs politiques de l'époque. Certains leaders avaient fini par partir d'ailleurs naturellement, je pense l'âge oblige. Et les étudiants des années 70 et des années 80, qui étaient donc les contestataires de l'époque et qui étaient les acteurs de ce livre, se sont finalement retrouvés au pouvoir. On aurait pu penser que ces étudiants qui avaient, disons, souffert et qui avaient été victimes des éléments et des pratiques de pouvoir contestables de la part de leurs aînés, allaient pouvoir apporter un souffle nouveau à l'Afrique et accélérer le changement dont nous rêvons tous. Mais force est de constater, 35 ans après, et après 3 décennies d'exercice du pouvoir, que peu de choses ont changé véritablement en Afrique. Bien sûr, d'un point de vue démographique, entre 1960 et aujourd'hui, nous avons quasiment multiplié par 6 notre population en Afrique. D'un point de vue économique, par contre, nous n'avons pas vraiment accéléré. En 1960, nous avions un PIB cumulé en Afrique d'environ 60 milliards. La Chine avait aussi un PIB cumulé d'environ 60 milliards. 60 ans plus tard, la Chine est à 13 trillions et l'Afrique tourne difficilement autour de 2,7 au maximum 3 trillions de dollars. Et même ce chiffre, en fait, varie fortement selon en fait, les taux de change du dollar. Nous avons certainement plus de routes en Afrique, nous avons certainement plus d'hôpitaux en Afrique, nous avons certainement plus de personnes formées en Afrique et nous avons aussi la technologie. Mais force est de constater que, eh bien, quand bien même nous essayons pendant 60 ans de marcher sur le même chemin qui est le chemin du progrès, le chemin que les autres ont entrepris d'arpenter, eh bien, nous avançons à une vitesse extrêmement réduite. En revanche, notre démographie, elle avance très, très vite. Donc, très peu de choses ont véritablement changé. En 1985 et aujourd'hui, entre le jeune de 1985 et le jeune d'aujourd'hui, c'est-à-dire, je dis, la personne qui a moins de 35 ans, qui vit dans un centre urbain, qui a un niveau minimal en fait d'éducation et de formation, qui sait lire, qui sait écrire, quelles sont les différences? Qu'ont-ils de différent et qu'ont-ils en commun? Peut-être la principale différence, c'est que le jeune aujourd'hui a un accès beaucoup plus facilité à l'information à travers les réseaux sociaux et à travers la technologie, ce qui n'était pas forcément le cas du jeune des années 85. Mais en termes de perspective, qu'y a-t-il de différent? Avons-nous créé les richesses nécessaires pour pouvoir offrir à ces enfants de nouvelles perspectives, de meilleures perspectives d'avenir? Ou nous nous sommes simplement contentés de vivre, de profiter et finalement de n'y absolument rien changer. Ce qui serait aussi d'ailleurs d'une certaine manière logique dans la mesure où les jeunes étudiants des années 80-85, je n'étais pas étudiant encore à l'époque, hein, je vous préviens, étaient formés, d'après Achille Mbembe, étaient formés, étaient conditionnés pour reproduire le même ordre social. C'est-à-dire, ils étaient conditionnés pour devenir des fonctionnaires, pour devenir des consommateurs. Ils n'avaient jamais été préparés par les pouvoirs politiques de l'époque pour devenir des producteurs. Aujourd'hui, ils sont des consommateurs et ils consomment. Et ceux qui consomment sont ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Que peuvent-ils donc faire pour créer une nouvelle société où la future génération n'est plus une génération de consommateurs, mais plutôt une génération de producteurs? Je vous laisse cette question et je vous remercie
d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous pouvez d'ailleurs la liker, l'aimer et puis abonnez-vous à cette chaîne que j'essaye de créer. Donc je tâcherai de garder le rythme d'une vidéo par semaine. À la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un livre que je vous en avais parlé d'ailleurs la dernière fois. Je le trouve fondamental, qui est L'âge de la colère. L'âge de la colère de Pankaj Mishra. À bientôt.